Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les 15 jours notre rendez-vous dédié à l'actualité des entreprises, l'écho des entreprises. L'écho des entreprises proposé par Bordeaux Radio en partenariat avec Haute-Garonne Développement. Évidemment, on ne présente plus Haute-Garonne Développement, l'agence de développement économique de la rive droite, présent sur 19 communes et représenté sur cette émission par son directeur Jacques Bouin. Jacques Bouin, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe et bonne année. Très bonne année. Oui, très bonne année. Je n'allais pas oublier ça, de vous souhaiter la meilleure année, puis à nos interviewés et tout à futurs, fait. et puis Alexandra, bien sûr, à toute l'équipe. Voilà, et puis on n'oublie pas les auditrices et les auditeurs, donc très bonne année, effectivement, c'est la première année pour l'écho des entreprises. Donc je disais, proposé par Bordeaux Radio en partenariat avec vous, Jacques, et toute l'équipe d'Haute-Garonne Développement, sans oublier la Maison du Bonheur. Voilà, la Maison du Bonheur, donc société de production audiovisuelle, et représentée donc par Alexandra Léolique Castillo. Bonsoir Alexandra. Bonsoir et bonne année. Voilà, merci à vous aussi. Donc très bonne année à nos invités. Voilà, alors donc ce soir, Jacques et Alexandra, un plateau très riche, et on parlera de La Ruche qui dit oui avec Anne Herpin et Catherine Farge. On parlera aussi du Secogep avec Fabien Lallemand. On viendra aussi sur le paysage avec Cocktail Concept Paysage et son dirigeant Aurélien Berthelot. On retrouvera évidemment notre agenda des rendez-vous économiques. On passera aussi sur le nouveau président du club d'entreprise et de RIB. Quand je dis qu'on passera, on ne va pas vous passer dessus. Je craignais le pire. Mais en tout cas, on va vous donner la parole après cette élection du 3 décembre à l'occasion de l'AG du club d'entreprise et de RIB. Voilà, vous avez succédé à Philippe Lassalle-Saint-Jean, que l'on salue. Donc on vous donnera la parole, monsieur Vincent Carbon. Et nous avons aussi dans nos invités un organisme de formation très connu ici sur la rive droite, c'est la MPS, la Maison de la Promotion Sociale, avec son directeur, monsieur Jean Camille. Voilà, et on finira cette émission, si on a le temps, Jacques, avec un éclairage sur un dispositif, mais on en reparlera plus en détail dans 15 jours. Ce dispositif, c'est les emplois francs, voilà, un dispositif de création d'emplois et de soutien mis en place par l'État. Donc évidemment, on pense au développement des entreprises. Donc Jacques, on va peut-être commencer tout de suite par l'agenda avec Alexandra. Donc voilà l'agenda où on retrouve le rendez-vous, les rendez-vous des entreprises, les rendez-vous économiques de notre territoire. Alexandra, c'est à vous, et peut-être un petit mot aussi de présentation de notre photographe attitré pour cette émission, et aussi voilà des réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver cette émission. Alors allez-y Alexandra. Tout à fait, toutes les informations. Déjà remercie à notre photographe Desi Rode qui fait les photos ce soir et que vous retrouverez sur notre page Facebook www.facebook.com/éco-entreprise. Et aussi, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter @émission-éco. Et on passe tout de suite à notre agenda des rendez-vous, très important. Alors, les détails pour ces informations telles que horaires, adresses, email, numéro de téléphone, vous pouvez le retrouver directement sur notre page Facebook. Donc, je vous invite à la visiter et à liker notre page. Et on commence, si vous voulez élargir votre réseau professionnel, si vous faites déjà partie du club des entreprises de Deux-Rives ou des clubs des entreprises d'Artigues près de Bordeaux. Donc, on vous invite mardi 14, aura lieu le déjeuner du club pour rencontrer les nouveaux adhérents et aussi le nouveau président Vincent Carbon qui est notre invité ce soir. Et on passe tout de suite. Nous tous sommes conscients de la difficulté dans la définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans la création de notre projet ou le développement de notre entreprise, car on ne connaît pas assez bien les marchés. Pour cette raison, Haute-Garonne Développement vous propose un atelier gratuit pour apprendre à réaliser votre étude de marché le 16 janvier au CIF de Floirac. Et ce même jour, à Artigues, près de Bordeaux, aura lieu la cérémonie de vœux à 19h à la Pave. Alors on le sait, Jacques, et c'est cette fameuse étude de marché qui est capitale, évidemment, capitale, quand on puisque se lance dans l'entrepreneuriat. Voilà, trop d'entreprises se lancent sans avoir fait de vraies, sérieuses études de marché, et puis se retrouvent très rapidement sans clients potentiels. Enfin, ils ont des clients potentiels, mais ils ne savent pas où les chercher. Donc, nous, on insiste beaucoup pour les créateurs sur cet aspect-là des choses, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est de voir quel est l'état du marché. Très bien, Jacques. On va passer à nos premiers invités avec La Ruche qui dit oui. Donc, nous avons Anne Herpin. Bonsoir, Bonsoir. Anne. Et nous avons Catherine Farge. Bonsoir, Catherine. Bonsoir.
Alors, on va expliquer un peu ce concept, et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Alors, peut-être en commençant par vous, Anne Herpin. Alors, vous êtes responsable de ruche, tout comme Catherine Farge, et vous êtes aussi cliente, Anne, donc cliente de ce réseau. Et Catherine Farge, vous êtes aussi responsable d'une ruche. Alors, vous, c'est à Catherine Farge, vous êtes responsable de ruche à Berson, c'est à côté de Blaye. Et Anne Herpin, vous êtes responsable de ruche à Saint-Loubès. Et Anne, vous êtes cliente, on l'a dit, et vous, Catherine, vous êtes à la fois responsable, mais aussi productrice, et notamment viticultrice, et vous produisez donc du vin. Tout à fait, c'est ça. Donc, Côte de Blaye, alors Blaye, Côte de Bordeaux. Blaye, Côte de Bordeaux, exactement, d'accord. Alors, comment vous avez entendu parler de cette entreprise, La Ruche qui dit oui? Alors, je crois savoir que la maison mère est située à Paris, et en fait, c'est une plateforme informatique sur laquelle on peut retrouver des produits à l'achat. Alors expliquez-nous, vous par exemple, Anne, comment vous avez été sensibilisée à ce concept et depuis quand vous êtes devenue responsable de ruche? Oui, donc moi j'ai une amie qui élève des poulets et qui m'a parlé de La Ruche qui dit oui, puisqu'elle fournissait déjà une ruche, dont la ruche de Catherine. Et moi, j'ai bien aimé ce concept puisque ça met en relation des producteurs locaux et des produits de qualité avec des personnes qui cherchent à manger justement local et puis avoir de bons produits. Alors, pour bien comprendre, quand on dit responsable de ruche, bon, on imagine bien que vous n'êtes pas à la tête d'une ruche à votre domicile avec des milliers d'ouvrières, voire des guerrières, et vous, la reine-mère qui trônait. Non. Alors, vous êtes, on va dire, à la tête d'un point relais où des producteurs viennent livrer voilà, c'est ça. des produits chez vous et aussi des clients viennent chercher ces produits. Tout à fait. Il y a une plateforme informatique donc gérée à Paris. Où on passe commande, on passe commande, voilà, tout se fait sur Internet. Donc il y a 5 jours, on peut passer commande. Les 5 jours terminés, les producteurs ont 3 jours pour préparer les commandes qu'ils livrent. Donc à la maison, c'est le mercredi soir, mais ça peut être d'autres jours dans d'autres ruches. Donc tous les mercredis soirs, moi, chez vous à Saint-Loubès. Voilà, c'est ça. On donnera les contacts à la fin de cette interview. Et les personnes viennent retirer leurs commandes auprès des producteurs. C'est le producteur lui-même qui remet la commande au client. Donc ça permet un échange entre le producteur et le client. Oui, d'accord. Donc en plus on va dire d'acheter un produit X, on peut discuter. Tout à fait. Et cette notion est importante aussi. Et les clients maintenant veulent savoir ce qu'ils mangent, savoir comment c'est cultivé, élevé. Donc ça c'est une notion importante. Très bien. On peut même peut-être aller aussi rencontrer le producteur sur place. Tout à fait. Nous, on a déjà organisé des visites chez certains producteurs qui nous accueillent, qui expliquent. Donc la traçabilité de tous les produits sont complètement assurés. Ah, ça, tout à fait. On imagine qu'un cahier des charges donc, est nécessaire justement pour la bonne tenue et l'organisation de ce marché direct entre le producteur et le consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cahier des charges? Alors, pour être producteur à la ruche, donc il faut être producteur local, donc dans un maximum de 150 km, et avoir des produits bio ou alors en culture raisonnée. D'accord. Alors je présume, Catherine, que c'est votre cas. Hein. On l'a dit, vous êtes à la fois responsable de ruche, mais aussi viticultrice. Donc vous fournissez ces différentes ruches avec votre vin. Tout à fait. Et alors du coup, on est dans ce cas-là, c'est un vin qui est issu de l'agriculture raisonnée, comme on dit. Oui. On est en agriculture raisonnée. On est en cours d'engagement vers l'ISO 14001. Donc effectivement, ça nous tenait particulièrement à cœur de travailler avec ce réseau et puis d'avoir un contact direct avec notre clientèle. Oui. Et du coup, vous aviez été sensibilisé à quel moment, par qui, et vous êtes mis à la tête de cette ruche depuis quand? Moi, j'ai commencé en septembre 2012 et j'étais à la recherche en tant que cliente au départ d'un système qui me permettait justement de consommer localement et de consommer des bonnes choses, enfin des choses qui ont du goût. Et je suis tombée par hasard, on va dire au départ, sur ce système de la ruche qui dit oui. Et comme j'ai vu qu'il n'y en avait pas autour de chez moi, j'ai pris le principe et j'ai monté cette ruche. Ouais. Et du coup, vous savez aujourd'hui combien on compte de ruches en Gironde? Vous avez une estimation ou pas? En France, sur toute la France, je sais qu'il y en a plus de 350 ouvertes. Donc il n'y en a pas tant que ça finalement, quoi. Il y en a qui sont en cours d'ouverture. D'accord. Aussi.
Donc on le voit vraiment, ce qui est mis en valeur, c'est le circuit court et la relation directe finalement entre le producteur et le consommateur. Alors aujourd'hui, vous Anne, je crois que vous avez à peu près 1200 adhérents. Oui, tout à fait. Enfin, ce sont des personnes qui sont inscrites, ce ne sont pas forcément des personnes qui commandent, puisqu'il n'y a pas d'engagement. Donc les personnes s'inscrivent pour voir les produits proposés. Et vous, Catherine, je crois que vous tablez à peu près sur une 400 personnes. Oui. D'accord. Et vous, c'est tous les 15 jours à la maison. Tous les 15 jours, oui. Donc ça se fait chez vous. Aussi, oui, les producteurs viennent, tout à fait. passent un temps donc, de discussion, de réflexion avec les consommateurs. De dégustation. Finalement. Souvent, on organise des animations aussi. On fait déguster nos produits. Voilà, pour faire découvrir les nouveaux producteurs et les nouveaux produits. Très bien. Alors donc, imaginons que demain, je veux rentrer dans cette ruche pour justement acheter des produits. Je fais comment alors ? Pour nous offrir du vin, par exemple, Christophe, c'est ce que vous pourriez faire. Donc vous allez sur le site internet, vous choisissez la ruche la plus proche de chez vous. Et oui, parce qu'on est dans les circuits courts, effectivement. Voilà. Et ensuite, vous passez commande, ce que vous voulez. Il n'y a pas de montant minimum, les produits qui vous intéressent. Et ensuite, vous venez les récupérer à la date de livraison prévue. Combien y a-t-il de producteurs inscrits chez vous Moi, j'ai 33 producteurs. 33 producteurs. Voilà. Ça tombe bien pour la Gironde. Et vous Moi, j'en ai 24. C'est bien. Donc pour la Dordogne, qui est juste à côté, donc on salue nos voisins de Dordogne. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, si on veut vraiment rentrer en relation avec vous, pouvez nous laisser un contact téléphonique pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient avoir plus de renseignements. Alors, oui, tout à fait. Alors pour vous, Anne Herpin, on l'a dit, responsable de la ruche de Saint-Loubès, la ruche qui dit oui. Alors numéro de téléphone 05 56 68 62 42. Et pour vous, Catherine Fache, donc responsable de la ruche qui dit oui à Berson, à côté de Blaye. On peut me contacter au 06 20 91 57 91. Ok, ben en tout cas, voilà, si vous voulez avoir des produits de qualité qui sont issus d'une agriculture raisonnée, voire d'une agriculture biologique, évidemment, qui sont produits dans un rayon de 250 km maximum du lieu de consommation, et évidemment sur des produits sur lesquels on peut assurer une totale traçabilité jusqu'à aller voir les conditions d'élevage ou de production chez les producteurs. Donc voilà, ben, il suffit de vous passer un coup de fil ou encore d'aller sur le site La Ruche qui dit oui. On remercie beaucoup, mesdames, pour ces informations. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci bien. Alors Jacques, effectivement, une initiative intéressante. On avait entendu parler des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les PCA aussi, producteurs consommateurs associés. Mais voilà, La Ruche qui dit oui, un nouveau concept, tout près de chez nous. Donc n'hésitez pas. Et c'est l'objectif de l'émission, de faire surgir, connaître les concepts nouveaux de consommation, de découverte, d'économie, tout court, en fait. Voilà. Alors Jacques, on va passer à notre deuxième invité. Donc on essaie toujours d'avoir une parole d'expert sur cette émission. Donc on va donner cette parole au Secogeb, à son directeur adjoint, Fabien Allemand. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Donc voilà. Alors Jacques, peut-être un petit mot de présentation du Secogeb. Un petit mot. Il nous a semblé, quand on a préparé l'émission, il nous a semblé important ce début d'année de donner un éclairage à nos chefs d'entreprise et à ceux qui nous écoutent sur les tendances économiques du territoire, au moins du large territoire. Et il nous a semblé que le Secogeb, qui régulièrement édite un guide de la TPE et fait un travail d'observation sur les tendances économiques, puisse venir nous les présenter de manière un petit peu dynamique. Bon, mais c'est le cas ce soir dans notre émission, donc avec Fabien Allemand, on l'a dit, directeur adjoint du Secogeb. Alors Secogeb, ça veut dire quoi, Fabien ? Alors c'est le Centre consulaire de gestion agréé de Bordeaux. C'est une association créée en 1976 à l'initiative de la CCI de Bordeaux et de l'Ordre régional des experts comptables. En fait, c'est le centre de gestion de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux. Tout à fait. C'est bien exactement, ça. Tout à fait. Alors, justement, présentez-nous, mais qu'est-ce que c'est qu'un centre de gestion ? Alors, les centres de gestion sont des structures associatives qui ont été créées au milieu des années 70 et qui ont pour mission d'établir une interface entre l'administration fiscale et les chefs d'entreprise des très petites entreprises. Donc ceci s'adresse à des entreprises qui, si elles souhaitent accéder à un certain nombre d'avantages fiscaux, qui déclarent en fait leurs bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu. En adhérant à un centre de gestion agréé, donc, vous allez optimiser fiscalement vos revenus en tant que
travailleurs non salariés. Donc finalement, voilà, l'intérêt, on l'a bien compris pour le chef d'entreprise d'une TPE, ben voilà, c'est-à-dire que lui va pouvoir directement, en ayant cet agrément finalement de ce centre de gestion, hein, il va pouvoir, grâce à cet agrément, avoir des avantages fiscaux. Alors ça sera des avantages fiscaux sur le revenu de son entreprise ? Ce sont des avantages fiscaux, effectivement, qui portent sur l'assiette imposable, en fait, directement, pour l'avantage le plus communément connu. Après, il y a d'autres avantages. On parle de crédit d'impôt pour certains types d'entreprises. Ça, c'est plutôt pour les grosses entreprises, donc Non, au contraire, c'est plutôt pour les petites entreprises qui ne dépassent pas en termes de chiffre d'affaires un certain seuil. D'accord. Et puis, on peut parler aussi de déduction de salaire du conjoint pour certains types de structures. Donc, des avantages fiscaux qui peuvent représenter en pourcentage, on a une idée de ce que ça représente Oui, c'est à peu près 20%. Enfin, sur l'avantage le plus communément admis, c'est à peu près 20%. Donc, c'est on va dire, c'est des réductions non négligeables, hein, tout à fait. On va dire, pour la bonne comptabilité d'une entreprise. Alors, vous disiez qu'en contrepartie, évidemment, de ces avantages-là, hein, ces avantages fiscaux qu'on a bien compris, le chef d'entreprise s'engage, hein, par écrit, c'est contractualisé. Alors, tout à fait, oui. Un chef d'entreprise qui veut adhérer à un centre de gestion, donc, doit remplir un bulletin d'adhésion, hein, comme quand on adhère à une association, puisque nous sommes effectivement des associations. En contrepartie de cette adhésion et en contrepartie surtout des avantages fiscaux, eh bien, il s'engage à fournir chaque année une comptabilité sincère à destination du centre de gestion, donc qui a pour mission d'effectuer un certain nombre de contrôles de cohérence et de vraisemblance préalable à l'envoi à l'administration fiscale de cette liasse fiscale. Très bien. Alors, quand on dit une comptabilité, on pense à compte de résultat, bilan de l'entreprise ? Tout à fait, exactement. Oui, on est sur la liasse fiscale standard en France, donc soit réel simplifié, soit réel normal. Et effectivement, compte de résultat, bilan et les différentes annexes relatives aux amortissements ou aux immobilisations. Alors, d'une part, en envoyant ces données sensibles de l'entreprise, finalement, ça permet un contrôle déjà de l'administration de ces données-là. Donc, c'est toujours intéressant aussi pour le chef d'entreprise d'avoir un contrôle administratif à ce niveau-là avant d'aller plus haut. Et d'autre part, ça vous donne à vous de la matière, hein, j'ai envie de dire, voilà, du terrain qui remonte directement et c'est une matière que vous organisez par la suite justement pour faire un guide et recenser toutes ces données économiques. Voilà, tout à fait. Les centres de gestion sont de véritables outils de sécurisation fiscale, hein, pour leurs adhérents. Quand on adhère à un centre de gestion agréé, effectivement, on a en tous les cas accès à une comptabilité qui est sincère. En contrepartie, donc, comme je vous le disais, on reçoit les comptes de résultats et les bilans. Et évidemment, comme données économiques et financières, on va retrouver sur ces éléments financiers à la fois des données de performance commerciale, de performance économique, de structuration financière des entreprises. Donc tout ceci, une fois qu'on collecte et que l'on agrège tous ces bilans et ces comptes de résultats, eh bien, quand on travaille sur 20 000 entreprises, comme c'est le cas à travers le guide de la TPE. Et oui, alors donc là, une base de données qui regroupe, on va dire, 20 000 entreprises avec 800 professions différentes, et vous collaborez avec d'autres centres, je crois savoir 800 en tout qui collaborent ensemble en Aquitaine, hein, tout centres de gestion. Tout à fait, exactement, oui. Nous sommes 8 centres de gestion en Aquitaine qui compilons nos données extraites de nos logiciels, données financières et économiques, qui vont nous servir donc à éditer chaque année tout à fait. Un guide des TPE en Aquitaine, quoi. Voilà, édité ou publié plutôt sur le site internet guide-tpe.fr, 120 études économiques et financières des professions assez représentatives pour être efficace. Donc finalement, ce guide, c'est un véritable outil aussi pour les jeunes créateurs, les porteurs de projets, ceux qui veulent se lancer, Jacques. Hein. Nous l'utilisons évidemment en interne pour l'équipe, mais aussi avec les chefs d'entreprise qui sont en pépinière ou qui sont sur le territoire. Quand ces entreprises viennent nous demander conseil, on a ce guide qui nous sert vraiment bien, très utile. D'ailleurs, on profite pour rappeler qu'on peut retrouver ce guide justement en ligne, Fabien, donc toutes les années disponibles sur www.guide-tpe.fr. Hein. Tout à fait. Donc chacun peut s'en saisir et finalement ça rentre dans le domaine public, quoi. Tout à fait, exactement. Alors il y a une participation symbolique, hein, puisque les fiches à l'unité coûtent 10 €. Mais il est aussi bon de signaler que ce guide n'existerait pas sans le concours de l'État et du Conseil régional d'Aquitaine qui ont participé au cofinancement de ce guide de la TPE. Oui, c'est vrai que c'est toujours bien de remercier les financeurs parce que finalement c'est un outil qui est utile au développement de notre territoire. On l'a vu encore avec ce que nous disait Jacques Blouin pour Haute-Garonne Développement. Alors justement, le dernier guide publié,
Fabien, donc c'est celui de 2013 et effectivement donc il fait référence aux résultats et aux données financières et économiques de 2012, de l'année 2012. Voilà, tout à fait. Oui, les données économiques et financières les plus récentes sont celles qui clôturent au 31 décembre 2012. Donc ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est que la TPE subit toujours en Aquitaine les effets de la crise, avec une baisse de chiffre d'affaires de 0,9%, qui est la baisse identique à la baisse qu'on avait enregistrée au plus fort de la crise en 2009, 0,9% de baisse de chiffre d'affaires. Il y avait une légère remontée en 2011, si je me rappelle bien. Exactement, oui. 2010 et 2011, on voyait poindre ce qui pouvait ressembler à un retournement, mais qui ne s'est pas confirmé en 2012. Et les premiers éléments d'analyse que nous avons sur 2013 laissent à penser que l'année sera morose. Très bien. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui s'en tirent un peu mieux que les autres? On pense souvent au bâtiment, on dit bon, quand le bâtiment ça va, bon, et ça veut dire que le reste va repartir. Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce qu'on a vu quand même des grands travaux en Aquitaine avec les LGV d'une part. Je dis bâtiment, pensons de travaux publics aussi, mais et d'autres, les ponts, les franchissements, les grands complexes culturels qui vont encore arriver, et notamment à Florac, cette grande salle de spectacle, le nouveau franchissement Jean-Jacques Bosc. Bon, enfin, on voit qu'il y a quand même des gros chantiers. La LGV n'est pas encore fini. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut préciser que la population, nous, sur laquelle nous travaillons, c'est une population de TPE, de très petites entreprises. D'accord. Qui, des fois, sont sous-traitants sur ces gros chantiers. Tout à fait, exactement. Et comme vous le dites très justement, le BTP, c'est pour nous un secteur révélateur, puisque pour la première fois, le BTP en 2012 accuse une baisse de 1% de son chiffre d'affaires. C'était un secteur qui portait l'ensemble des TPE au plus fort de la crise en 2008, 2009 et 2010. Et là, cette année, en 2012, en tous les cas, un chiffre d'affaires en baisse de 1%, avec des structurations financières au niveau des entreprises, donc des problèmes de trésorerie, des problèmes de fonds propres qui sont de plus en plus importants pour ce secteur d'activité. Très bien. Y a-t-il un secteur qui s'en sort mieux que les autres? Je ne sais pas, le tourisme, le transport Alors, sur 2012, oui, tout à fait. Oui. Sur 2012, le secteur des transports est pour nous le secteur qui s'en est le mieux sorti, avec notamment des métiers qui ont tiré leur épingle du jeu en 2012. Je pense au métier des taxis, qui a traversé la crise, ma foi, avec des tendances économiques plutôt favorables, et la petite messagerie aussi, Fret Express. D'accord, les petits colis qui arrivent à domicile. Tout à fait, exactement. Alors après, est-ce qu'on peut parler d'uniformité, on va dire, du territoire aquitain, ou est-ce qu'on retrouve plutôt des disparités entre un département et un autre? Est-ce qu'il y a vraiment des départements qui s'en sortent mieux que d'autres ou pas? Alors, il est clair qu'au niveau aquitain, la tendance est plutôt favorable à la Gironde, qui porte véritablement, par le biais de ses TPE, le volume de chiffre d'affaires. Le département, lui, qui souffre le plus, enfin les départements qui souffrent le plus sont plutôt les départements ruraux, comme le Lot-et-Garonne, la Dordogne dans une moindre mesure en 2012, qui a traversé une bonne saison touristique et qui a permis de porter les TPE sur ce secteur d'activité. Alors après, en termes de bilan, ce genre d'études, bon, effectivement, moi j'invite les auditeurs à aller consulter cette étude plus en détail, mais en termes de bilan, est-ce qu'au final, on peut se dire pourquoi il y a d'autres pays qui sont impactés par la même crise, on va dire, mondiale, et dont leur tissu économique, industriel ou même TPE, TPI s'en sortent mieux que la France, bon, et évidemment en Aquitaine aussi. Alors, à quoi ça se réduit? Parce qu'on aurait des entreprises de trop petite taille, on a du mal à se développer justement pendant une crise, on a du mal à faire de l'innovation, à se repositionner différemment. C'est quoi qui finalement qui fait la France s'en sort peut-être un peu moins bien que d'autres pays? On cite souvent l'Allemagne, il n'y a pas que l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que la TPE en Aquitaine, en tous les cas, la TPE en Aquitaine, les chefs d'entreprise des très petites entreprises en Aquitaine ont traversé la crise durement. Je voudrais rappeler ici que la baisse de rémunération des chefs d'entreprise entre 2007, au début de la période, là où on n'était pas encore en crise, et 2012, est de 19%. On a une baisse de rémunération de 19% sur 20 000 entreprises en Aquitaine. Il faut bien se rappeler que les salaires des patrons des TPE, TPI, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune mesure avec le salaire des grands patrons, des multinationales. Et donc c'est des salaires très moyens, mais vous dites 20% moins, en l'espace de 6 ans. Exactement, avec des professions qui sont extrêmement touchées, donc des professions qui déjà, en termes de rentabilité, affichaient des taux de rentabilité assez bas en volume, comme le secteur de la coiffure ou le secteur de l'esthétique, où d'ailleurs le conseil régional est en train de mettre une action spécifique sur le secteur de l'esthétique, parce que là on est face à des
à des chefs d'entreprise qui traversent une crise importante où la rémunération est même quasiment en dessous du SMIC pour ces secteurs d'activité-là. Donc avec une répercussion directe sur leur niveau de trésorerie, c'est baisse de chiffre d'affaires, baisse de la rentabilité, baisse des fonds propres. Et là, on a des structures qui, clairement, en termes de modèle, ne sont plus viables. Certaines d'entre elles, en tous les cas, évidemment. Alors peut-être pour finir, Jacques, on parlait de tendance au début. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire du prévision. Je sais qu'on est en début d'année, la voyance, c'est une saison où on entend beaucoup de voyants. Mais bon, là on ne va pas vous demander de tirer les cartes, on vous rassure, Fabien. Mais quand même, est-ce qu'on peut tirer déjà quelques prévisions pour la suite par rapport à ces données quand même objectives Alors, nous sur 2013, ce que nous notons par rapport à des enquêtes, donc là on ne travaille plus sur le guide de la TPE, parce que vous avez compris que c'était sur du papier, le guide de la TPE, sur les liasses fiscales. Par rapport aux enquêtes que nous avons mis en évidence, ce qui semble se préciser, c'est une indécision des chefs d'entreprise, léger optimisme, notamment sur la fin d'année. Le premier semestre a été mauvais, en tous les cas, par rapport aux enquêtes qui sortent aujourd'hui. Le second semestre semble un peu meilleur. On a des et donc sur ils ont toujours du mal à signer un contrat finalement en disant mais c'est un trop gros risque, je mets ma trésorerie en danger, donc je ne vais pas recruter, je vais encore attendre un peu. Tout à fait, les tendances en termes d'emploi sont plutôt négatives, ça c'est clair. La tendance affichée sur l'observatoire de la TPE, là, notre outil, affiche clairement une baisse en termes d'effectifs sur le prochain semestre. Bon voilà, s'il y avait quand même quelque chose d'encourageant, on pourrait finir par quelque chose de plutôt encourageant. Vous avez évoqué... Ou s'il n'y en a pas, Fabien, c'est pas grave. Non, vous avez évoqué tout à l'heure un relativement bon chiffre dans les transports, taxis, messagerie. Est-ce que l'impact de la vente en ligne y est pas pour quelque chose, et est-ce que dans l'année à venir aussi, enfin l'année dernière, l'année à venir, la vente en ligne explose. C'est 20% par an. Voilà. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui maintient ou qui développe tout ce qui est transport, messagerie, non ? Si, je pense que tout à fait, ça y participe. On se rend compte sur le territoire par rapport à certains secteurs. Par exemple, si on prend le secteur des cafés, hôtels, restaurants, il est clair que quand nous avons une bonne saison, nous avons un chiffre d'affaires qui augmente, des rentabilités qui augmentent, des niveaux de trésorerie. Nous avons dans la TPE des professions qui sont dites présentielles, c'est-à-dire qu'elles vont s'adresser à une clientèle proche. Et là, il est évident que quand le pouvoir d'achat des Français est touché, directement la TPE est impactée. Vous comprenez ? Et à la différence, effectivement, pour les gens qui font de la messagerie, par exemple, quand on a un développement exponentiel du marché de la vente sur Internet, on a des TPE localement qui profitent de cette situation. Voilà. Avec peut-être aussi des débouchés dans le numérique, tout ce qui est audiovisuel numérique aujourd'hui quand même qui se développe. Donc oui, c'est vrai que la création d'emplois tout de suite, pourtant on le voit, c'est quand même bien maintenu, même s'il n'y a pas eu de grosses embauches, et même si vous dites que les chiffres ne sont pas extraordinaires, moi je me rends compte qu'en travaillant avec les chefs d'entreprise, notamment ceux qui sont adhérents au club d'entreprise, sont quand même toujours très bagarreurs, ils vont de l'avant, quoi. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise recherchent toujours à améliorer la compétitivité de leur entreprise et à toujours gagner des parts de marché. Et quand même, pour un certain nombre d'entre eux, ça leur réussit, quoi. Et du coup, les emplois aidés mis en place en 2013, on sait que certains ont été ouverts au secteur marchand à partir de cet été. Il y aura une incidence ou... Pour l'instant, c'est difficile de vous répondre parce qu'on a peu de recul sur cette situation-là. Oui, on en aura plus dans un an finalement. Tout à fait, exactement. Oui. Bon. Là, on pourra voir effectivement de toute façon, on prend rendez-vous chaque début d'année. Avec plaisir. On va se voir, Fabien Allemand. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup d'être venu pour représenter le CECOGEP en tant que directeur adjoint, ce centre de gestion évidemment de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Voilà, Jacques, on va passer à quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il est hébergé à la pépinière de Floirac. Jacques Blouin, c'est Aurélien Berthelot. Voilà, donc Aurélien Berthelot qui est paysagiste et qui a créé cette entreprise Cocktail Concept Paysage. Oui, c'est-à-dire que nous avons accueilli Aurélien Berthelot il y a quelques mois maintenant dans la pépinière qui est axée sur les métiers du bâtiment et l'éco-construction, parce qu'il nous a semblé important
Donc au pour site qu'il de y ait, Floirac sur le site de Floirac à la pépinière, il nous a semblé important pour qu'il y ait une dynamique entre les chefs d'entreprise, comme elle existe déjà, entre les différents corps de métier qui sont présents dans cette pépinière. Il nous a semblé important d'y accueillir une entreprise qui traite non pas de la construction à proprement parler de la maison, mais aussi de son environnement, pour que ce soit complémentaire à la construction. Et c'est comme ça qu'on a, avec plaisir, accueilli Aurélien Berthelot, que je vais vous laisser interviewer, bien sûr. Bon, alors, Aurélien, je vous en prie, récupérez le micro. Bonjour. Voilà, alors, donc, très heureux de vous recevoir. Vous êtes un voisin, vous n'êtes pas très loin, on l'a dit, vous êtes installé à la pépinière au CIF de Floirac, rue Jean-Alphonséa. Donc voilà, fort d'un BTS dans l'aménagement paysager, Aurélien, vous avez monté votre entreprise et vous avez d'ailleurs recruté déjà un salarié. La création date de décembre 2012. Vous avez décembre 2012. Ouais. Une année d'activité, on va dire quoi. Une année, là, ça y est, elle est finie quoi. Voilà, alors. On recommence une autre. Alors expliquez-nous voilà, ce que vous proposez à travers votre entreprise. C'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'entretien. Dites-nous. Je fais de la conception et de la réalisation d'aménagements paysagers. Donc je peux créer des plans pour des aménagements qui sont un peu complexes. Et je fais tout ce qui est réalisation derrière, avec aussi des suivis d'entretien. Pour tout ce qui est de ces aménagements-là, quoi. Voilà, alors des fois, il faut savoir faire aussi un peu de maçonnerie, de menuiserie. C'est un métier un peu assez vaste, c'est assez polyvalent, donc on touche à pas mal de corps de métier. Effectivement, maçonnerie légère, c'est plutôt de la maçonnerie paysagère. Et on peut toucher aussi tout ce qui est un peu clôture, construction en bois, beaucoup de terrasses bois. Donc après, il y a des politiques un petit peu d'éco-production, de réutiliser certains déchets qui sont de démolution, qu'on peut réutiliser sur d'autres chantiers, ou réutiliser aussi des déchets de verre qu'on peut réutiliser dans les massifs et qui peuvent être bénéfiques aussi pour le sol, quoi. Donc ça, vous en faites un argument aussi quand vous... c'est intéressant parce que... de dire, bon voilà, moi je travaille aussi comme ça, justement. Surtout à l'heure actuelle, quoi, où vraiment l'écologie... Tendance développement durable, quoi. Voilà, est quand même importante, quoi, où le côté un peu espace vert est de plus en plus présent dans le quotidien, quoi. Alors, vos clients, c'est avant tout des particuliers, c'est bien ça, Aurélien? Ouais, essentiellement particuliers. Ouais. Alors, ça peut être des surfaces importantes quand même, parce qu'il y a des particuliers qui ont un foncier important. Ça, c'est quoi, des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés? Je recherche aussi quand même des chantiers un peu de prestige et autres, donc effectivement, il y a quand même pas mal de surfaces. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et à proposer aussi, quoi, derrière, quoi. Alors, c'est aussi, finalement, on se dit, bon, vous plantez, vous aménagez, mais après, qui va s'occuper du jardin? Alors, il faut que ça soit nous, ou vous revenez après, vous occupez un petit peu l'entretien? Il y a un suivi d'entretien qui se fait derrière, et, sur les chantiers, parce qu'effectivement, c'est aussi notre travail de faire tout ça. Et après, avec les conceptions qu'on peut faire, un petit peu contemporains et autres. Oui, j'ai entendu parler de jardin sec. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un jardin sec? Un jardin sec, c'est un peu un jardin, je dirais, qui est très minéral, avec des granulats, des cailloux. Donc c'est un peu un jardin zen, quoi. Donc qui est un peu graphique aussi. Et qui demande très peu d'entretien, mais il y a quand même derrière un suivi. Donc très peu d'entretien. Il y a quand même un suivi derrière à faire pour garder ce côté cette harmonie des chantiers, quoi. Alors ça peut être aussi avec des bonsaïs, des choses comme ça, de la taille d'arbres. Pas trop, c'est surtout un peu de l'art de pierre ou bambou, des graminées. Donc ça demande de l'entretien, mais bon, ça reste quand même limité. Voilà, donc c'est quand même intéressant à faire, quoi. Alors, au bout d'une année d'activité, est-ce que vous, avec le recul déjà, vous vous dites, heureusement que j'ai commencé par une pépinière, finalement ça m'a aidé, qu'est-ce que ça a pu vous apporter d'ailleurs? Ce qui est bien justement dans les pépinières, c'est qu'il y a quand même vraiment une dynamique entre, je dirais, les chefs d'entreprise qui est à l'intérieur. Et on peut se mettre en relation ensemble, on peut s'apporter aussi, je dirais, certaines informations, certains contacts. Et ça permet de créer vraiment un réseau qui est intéressant. Donc il y a vraiment une bonne dynamique qui vaut le coup au final à échanger. Je me rappelle, Jacques, d'un architecte qu'on a reçu ici, effectivement. Bon voilà, l'architecte il va s'occuper de la maison, il va certainement penser à vous, qui êtes voisin, pour peut-être s'occuper du jardin, de l'aménagement. Pareil de mon côté aussi, quoi. Donc il y a des choses aussi que donc là on constitue son réseau quand même, quoi. Bien sûr, c'est vraiment totalement un réseau, quoi. On apporte, chacun s'apporte ce qu'il peut, quoi.
C'est vraiment intéressant. Très bien. Alors, si on veut plus de renseignements, si on veut que vous passiez dans un jardin, dans une maison près d'ici. D'ailleurs, vous travaillez sur quelle zone Moi, j'ai un rayon d'action qui est, on va dire, dans 60 km autour de Bordeaux. Donc, je fais bassin d'Arcachon, Médoc. Je peux faire le Libournais aussi. Oui, ça fait beaucoup de travail déjà. Voilà, donc il y a quand même un bon rayon d'action. Bon, déjà sur Bordeaux, Cube et les alentours, il y a déjà quand même pas mal de choses à faire. Sur le bassin d'Arcachon aussi, quoi. Comment je dois procéder si je veux avoir peut-être des idées, si je me dis tiens là je pourrais faire ça mais je sais pas si c'est possible, là je pourrais faire ça, on vous appelle, vous venez sur place, vous faites des croquis, vous faites des propositions, vous faites des propositions chiffrées et puis on se décide. Voilà, c'est ça, ouais. Donc moi au final je peux me déplacer, après je vois en fonction du client leur souhait, je peux proposer aussi certaines choses qui sont en relation avec ce qu'ils veulent et puis derrière après moi les gens peuvent aussi me contacter via les sites internet ou alors justement Aurélien, vous allez nous laisser les coordonnées, donc à savoir numéro de téléphone, les sites internet aussi si on veut vous contacter. Ouais. Donc moi au final on peut me contacter au 07 81 18 94 60 et sinon j'ai une page internet qui est cocktail-paysage.com. Et sur les réseaux sociaux, sur facebook.com, .paysage.com. Merci Aurélien Berthelot, merci encore. Merci à vous. Jacques, oui, c'est très intéressant. On voit qu'il y a effectivement un nid dans cette pépinière de créateurs. Ce qui est plaisant, c'est que oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'architecte, et puis on a fait venir d'autres chefs d'entreprise de la pépinière. Oui, à chaque fois, ce qui est important, c'est que ce sont des gens qui ont une qualification, qui ont des compétences avérées dans le domaine, et que on peut leur faire confiance. Moi, ce que j'aime bien dans le système de M. Berthelot, c'est qu'il se garde toujours un temps pour intervenir rapidement, efficacement, être très réactif quand il y a un client qui le réclame. Et ça, c'est un plus pour des clients potentiels. Très bien, Jacques. On passe à notre prochain invité, donc le nouveau président du club d'entreprise des Deux-Rives, Vincent Carbon. Alors Vincent, rebonsoir Vincent. Alors on le disait en début de cette émission, voilà, vous avez été élu en assemblée générale le 3 décembre, vous succédez à Philippe Lassalle Saint-Jean qui était resté je crois une dizaine d'années président du club d'entreprise des Deux-Rives. Donc un club qui a déjà une petite quinzaine d'années, oui, donc qui a quand même déjà de la bouteille. Qui a de la bouteille, oui. Et donc alors, racontez-nous, Vincent Carbon, vous aviez déjà des responsabilités dans cette association, parce qu'il faut le rappeler pour nos auditrices et nos éditeurs, un club d'entreprise, c'est une association qui regroupe en son sein des chefs d'entreprise. Comme son nom l'indique, absolument, oui. Bon. Vous aviez déjà des responsabilités au sein du club, vous étiez adhérent, bien entendu. J'étais adhérent depuis une dizaine d'années et je suis au conseil d'administration depuis 2 ans à peu près. Bon, voilà, alors donc le club ne vous est pas inconnu, vous êtes en terrain connu, ami. Donc Vincent, alors si on devait parler de ce club, alors, parce que club des Deux-Rives, les gens se disent mais ça se situe où c'est où votre territoire spécifique, il est où alors? Le territoire du club d'entreprise des Deux-Rives regroupe les communes de la communauté de communes de Saint-Loubès, donc 6 communes, plus la commune d'Ambarès-et-Lagrave. D'accord, donc 7 communes en totalité. On peut compter, je crois, une centaine d'adhérents. Absolument, oui. De tout type d'entreprise, de toute taille, de la TPE à l'entreprise moyenne, très peu de grosses entreprises, vu le tissu local, et des commerçants. Donc diversité, c'est la richesse. C'est aussi, la richesse du club, tout à fait. Bon. C'est la richesse du club, sa diversité. Alors si on devait parler à des chefs d'entreprise qui nous écoutent, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de chefs, tous les chefs d'entreprise n'adhèrent pas à un club d'entreprise. Et bon, Jacques, il faudra qu'on cite tous les clubs d'entreprise de la rive droite avant la fin de cette émission. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise évidemment adhérents, mais tous ne le sont pas. Alors si on devait leur dire, mais pourquoi vous ne viendrez pas nous rencontrer et s'associer avec nous, quels seraient les arguments pour leur dire venez nous rencontrer, quel serait-il le principal aujourd'hui? Un club d'entreprise, l'adhésion à un club d'entreprise, ça sert à briser la solitude du chef d'entreprise. On se retrouve tout seul avec ses problèmes parce qu'on est seul à décider dans sa boîte, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et on a rarement quelqu'un, avec lequel on puisse discuter de manière franche et ouverte des problématiques qu'on peut rencontrer. Dans un club d'entreprise, vous allez nouer des liens, à long terme certes, mais vous allez nouer des liens amicaux avec des personnes qui,
rencontrent les mêmes situations que vous, qui ont rencontré les mêmes situations que vous. Voilà, donc là, on se constitue un réseau, comme on dit, relationnel. Absolument, oui. Avec lequel on peut partager les expériences, les soucis, mais aussi les solutions. Tout à fait. C'est très important. Oui. Donc, je repense à cette formule célèbre là, qui avait été mise en exergue au salon interentreprise de Saint-Loubès, organisé par Haute-Garonne Développement et ses partenaires. L'isolement nuit à la santé du business. Nuit gravement. Nuit gravement à la santé du business. Vous confirmez? Je confirme tout à fait. Oui, oui, donc, à plusieurs, évidemment, on est plus fort, on a plus d'informations, on peut peser aussi. Peut-être, oui. Voilà, si on demande des informations à la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Voilà, bon. Il faut noter d'ailleurs que Philippe Lassalle Saint-Jean a pris des responsabilités au sein de la Chambre de commerce, puisqu'il est délégué territorial Rive-Droite. Tout à fait. Et alors, effectivement, ces partenariats sont possibles aussi à l'échelle d'un club d'entreprise. Absolument, oui. Ça rend l'accès à ces organismes plus facile pour le chef d'entreprise qui, tout seul dans son coin, n'aurait pas forcément l'idée ou aurait peut-être des difficultés pour atteindre ce genre de... Il y a d'une part, alors ce que vient de dire Vincent Carbon sur l'utilité propre d'un club d'entreprise, et puis ce qui est intéressant sur la rive droite, c'est qu'il y a effectivement, vous le rappeliez, 7 clubs d'entreprise. D'ailleurs, on peut les citer. Je vais les citer, tiens, rapidement. Voilà, ça ne fera pas de jaloux. Voilà, Floirac et les Coteaux de Garonne, Senon, Artigues, Lormont, Bassins, Carbon Blanc, donc qui s'ajoute à les deux rives. Donc, c'est une richesse dans chacune de ces communes, bien sûr. Pour les chefs d'entreprise, ils peuvent en plus quasiment choisir le ou les clubs d'entreprise de leur choix. C'est vrai que c'est aussi une richesse parce que les clubs d'entreprise et les présidents de clubs sur la rive droite travaillent bien ensemble. Tout à fait. Et avec Haute-Garonne Développement d'ailleurs aussi, je peux le dire, on travaille avec plaisir ensemble. Et ça nous permet vraiment des rapprochements intéressants, fructueux, avec des organismes. Vous parliez de la Chambre de commerce et d'industrie, ça peut être aussi la Chambre des métiers. Ou organismes de formation. Organismes de formation et autres. Et donc c'est très important pour les clubs, leurs adhérents sur ce territoire. Alors, merci Jacques pour ces précisions. Alors, Vincent, alors peut-être effectivement d'autres personnes qui pourraient nous écouter se dire, bon voilà, je vais m'inscrire dans un club d'entreprise, comme ça il y a 100 entreprises, donc je vais cibler 100 clients nouveaux. Bon, ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple, malheureusement. Ça se passe pas comme ça. On rencontre effectivement assez fréquemment des jeunes chefs d'entreprise qui espèrent se faire un carnet d'adresses de clientèle assez facilement. Et qui repartent frustrés au bout de quelques mois. Oui, bon, ceux-là, on les reste pas des rendisants, ceux-là. Non, l'année suivante, on ne les revoit plus. Je tiens à préciser clairement qu'un club d'entreprise n'est pas un club d'échange d'affaires. C'est pas l'objet du club d'entreprise. Même si par la suite, voilà, ça peut arriver. Même si ça peut arriver, ce n'est pas l'objet du club d'entreprise. C'est pas l'objet, et en fait, on se rend compte que quand ça arrive, c'est parce que les chefs d'entreprise sont entrés dans une confiance. Voilà. Mais la confiance, ça prend du temps, on le sait bien. Qui fait qu'on est d'accord pour passer contrat avec quelqu'un. Exactement. Mais il y a ce temps-là où il faut d'abord être ensemble, vivre autre chose ensemble. Mais en attendant, on se constitue un réseau relationnel. Ça, c'est très important pour le business. C'est très important pour le business et aussi pour son équilibre propre. De chef d'entreprise, on peut être confronté à des situations pour lesquelles on n'a pas forcément la réponse. Le club d'entreprise permet... si on est adhérent depuis, si on l'a côtoyé depuis suffisamment longtemps, permet de s'être créé un réseau relationnel qui permet d'affronter n'importe quoi. Alors, on en parlait, je crois, dans l'agenda. On va le rappeler, Vincent. Donc, il y a une actualité importante pour le club, je crois, dès demain. Dès demain midi, oui, notre repas mensuel, ce mois-ci en commun avec le club d'Artigues. Puisque nous sommes très proches du club d'Artigues. Nous avons donc notre déjeuner mensuel qui demain se passera au Coq Sauvage à Saint-Loubès, à Caverne. Très bien. Et puis un autre rendez-vous important qui va concerner tous les clubs d'entreprise de la rive droite, Jacques. Oui, pour je ne sais pas combien d'années, nous organisons, enfin Haute-Garonne et les clubs d'entreprise réunis, donc de la rive droite, on organise le dîner de gala des vœux. Alors ça change, ça tourne de commune en commune. Cette année, c'est à Floirac, ce sera à la salle Lucie Aubrac. L'année dernière, je crois que c'était à la Maison de la Promotion Sociale, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc cette année, oui, c'est le 23 janvier, jeudi 23 janvier, à partir de 19h, une soirée
de regroupement des chefs d'entreprise, une soirée conviviale pour les vœux, ce qui permet au président de club et à Haute-Garonne Développement de présenter le programme de l'année, de présenter les vœux, mais aussi le programme de l'année. Et puis d'échanger après sur un certain nombre de dispositifs, etc., de développement d'entreprise. Enfin, c'est une bonne soirée d'échange. Très bien. Bon, on note ces deux rendez-vous. Et peut-être pour finir, Vincent Carbon, alors on l'a dit, un club d'entreprise, évidemment, ses adhérents sont des chefs d'entreprise. Donc vous êtes vous-même chef d'entreprise, oui. Vincent. Et alors, je crois savoir, vous êtes courtier à l'imprimerie, c'est ça ? Oui, c'est ça. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ce métier alors ? En quelques mots, je prends des commandes d'impression de la part de n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, ici autour de la table ce soir, j'avais 3 clients. Oui, par hasard. D'ailleurs, on peut le citer. Vous aviez le CECOGEP, la Maison de la Promotion Sociale et aussi Cocktail Concept Aurélien avec Cocktail Concept. Tout à fait. Ça vous donne une idée de la variété de mes clients. Et puis, moi, après avoir passé 20 ans dans l'imprimerie physique avec des machines, des bons hommes derrière les machines pour imprimer du papier, aujourd'hui, je fais travailler les autres. C'est-à-dire, je passe les commandes aux imprimeurs qui vont être les mieux placés pour réaliser chacun des imprimés. Très bien, mais écoutez, on vous remercie pour l'ensemble de ces informations, Vincent Carbon. Je vous en prie. Nouveau président du club d'entreprise des Deux Rives, Jacques. Et pour finir cette émission, je vois que l'heure tourne. Jacques, je crois qu'on n'aura pas le temps de parler des emplois francs. Et on va rapidement la fin de l'agenda avec Alexandra, et puis on va se tourner vers le directeur de la Maison de la Promotion Sociale tout de suite. Rapidement, la fin de l'agenda. Vous oubliez que pour retrouver toutes les informations, il faut aller sur notre site Facebook Éco-Entreprise et remercier encore notre photographe Desi Rode. Donc, on connaît la difficulté dans la lecture des documents comptables. Si vous êtes dans ces cas, c'est pour vous l'atelier lire et interpréter vos documents comptables organisés par la CCI de Bordeaux le 21 janvier au réseau Business Center Arctique près de Bordeaux. Donc également un rendez-vous organisé par la CCI de Bordeaux, cette fois-ci à la place de la Bourse. Le 22 janvier sera pour sensibiliser à la démarche de l'exportation pour les entreprises du vin. Et si vous êtes en train de créer, développer ou reprendre une entreprise, vous pouvez demander de l'information à Haute-Garonne Développement. Une permanence aura lieu à Ambarès et la Grave le 22 janvier. Très bien. Et voilà. Très bien, on vous remercie Alexandra. Alors voilà, on est très heureux de vous recevoir, Jean-Camille, hein, vous êtes le directeur de la Maison de la Promotion Sociale. Voilà, on est voisins pour ainsi dire, on est situé à peu près 1 kilomètre. Donc bonsoir Jean-Camille. Alors voilà, on va quand même nous faire. C'est vrai que ce soir on voulait mettre un accent sur l'organisme de formation qui est aussi la MPS, mais la MPS n'est pas seulement un organisme de formation. Donc si vous pouvez nous présenter rapidement, voilà, toutes les possibilités qu'offre la Maison de la Promotion Sociale. On le sait, elles sont nombreuses, mais oui, bien sûr. Alors c'est bien évidemment un organisme de formation. C'est aussi un centre de séminaire, un pôle de congrès, une restauration, puisqu'on a une très très belle salle de 250 places et un restaurant qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Oui, on a pu assister à des conférences dans cette grande salle déjà. Et puis c'est aussi un centre de formation des apprentis au métier de l'environnement. Et c'est aussi, sur un autre département, un Cap Emploi. Donc on a une multitude d'activités. Sans compter, je crois, des chambres aussi, on peut passer des nuitées aussi. Il y a la partie hôtelière, bien sûr, qui va avec, bien sûr, le pôle de congrès. Et puis nous sommes aussi Espace Info Énergie, c'est-à-dire on les salue d'ailleurs, des partenaires d'Odo Radio. Voilà, qui peuvent donner des informations aux particuliers. Des conseils gratuits. Des conseils absolument gratuits et désintéressés. Labellisés par l'ADEME, enfin vraiment un service de qualité. Avec des experts justement sur tous les travaux d'isolation, d'énergie. Oui, c'est donc un espace intéressant. Alors on est aussi déployé sur l'ensemble de l'Aquitaine, sur le Nord-Aquitaine, parce qu'on est présent sur Artigues, Bordeaux, Libourne, mais aussi Agen, Périgueux, Bergerac, Langon, Pauillac et Andernos. Donc vous voyez, on a une répartition géographique pour pouvoir répondre au plus près des publics pour leurs différents besoins, notamment de formation. Alors c'est vrai que c'est un beau, j'ai envie de dire, c'est un beau titre, la Maison de la Promotion Sociale. Alors c'est vrai que souvent on fait pas toujours la promotion, de valeur, mais là pour le coup effectivement c'est un titre qui en dit long. Alors on le disait, ce soir on met l'accent sur l'aspect formation. Alors
question formation professionnelle, vous formez à plusieurs métiers. Quels sont-ils? Alors oui, là, vous parliez de la notion de maison de la promotion sociale. C'est une vieille idée, elle date de 67, mais elle est vraiment toujours d'actualité. Dans une situation où on a un chômage de masse, la formation est un des outils qui permet l'accès à l'emploi. Alors on parlait des différents métiers. On a nous donc différents secteurs. Le premier, c'est les métiers du sport, donc où on forme sur des premiers niveaux des brevets professionnels avec des spécialités pour de l'animation sociale ou gérontologie, donc des métiers du sport. Nous avons aussi des formations dans le secteur sanitaire et social où on va former des auxiliaires de vie sociale, des aides médico-pédagogiques ou des personnes qui ont le CAP petite enfance. Donc ça, on le voit, c'est quand même des secteurs d'activité en développement, là, tout ce qui touche autour des métiers de la santé, avec le vieillissement de la population. Bien sûr, oui. Ce sont des métiers qui sont aujourd'hui en tension, hein, les métiers du sport de la même façon. On recherche des animateurs aujourd'hui. Et effectivement, les métiers du secteur sanitaire et social, avec le vieillissement de la population, sont des métiers d'avenir. Alors, vous avez aussi des formations qui concernent un peu l'accès au savoir de base. Oui, c'est ce qu'on appelle les compétences clés. Ce sont des formations autour de savoir écrire, compter, lire. C'est le b.a.-ba, mais qui est totalement indispensable aujourd'hui, avec peut-être aussi l'accès à Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc nous avons aussi des formations d'orientation, donc avec des mesures. C'est important, on va dire que ça fait partie un peu de la même mission, orientation et formation. Enfin, je veux dire, l'un va pas sans l'autre. Il y a bien une logique dans le parcours de la personne. Il faut bien à un moment donné orienter, par exemple faire des bilans de compétences avant de partir vers une formation ou vers un métier. Ça paraît être logique que dans le même organisme, on puisse avoir ces deux métiers, celui de l'orientation, de l'insertion et de la formation. Alors justement, on le voit, vous touchez des secteurs bien déterminés, mais aussi des choses plus générales comme avec cet accès au savoir de base. Alors ça peut s'adresser à tout type de personnes, mais le plus souvent assez éloigné de l'emploi, voire très éloigné de l'emploi. Oui, je pense que ça fait partie du projet associatif qui est développé par la Fédération Léo Lagrange à la Maison de la Promotion Sociale. C'est d'avoir comme stagiaires de la formation des gens les plus éloignés de l'emploi, ceux qui ont vraiment besoin de nous, tout simplement. Voilà. Et puis ceux qui ont besoin de se remettre dans le circuit. Alors ça peut s'adresser à des niveaux de qualification très faibles, on part du plus bas, niveau de qualification des niveau 5. Niveau 5, oui, bien sûr. On peut avoir aussi un bac et avoir besoin de formation, bien entendu. Oui, bien sûr, jusqu'au bac pro. Voilà, donc nous avons tous les éléments, mais quand même plus axés sur les premiers niveaux de qualification. Bien entendu. Et alors, évidemment, on n'arrive pas comme ça pour s'inscrire à une formation en tapant à la porte de la maison de la promotion sociale. Il faut passer par des relais. Bon, c'est les organismes prescripteurs. Un mot là-dessus Oui, c'est ça. Enfin, la formation est organisée aujourd'hui avec un financement principalement de la région Aquitaine, puisque c'est une de ses missions. Et donc, il y a des prescripteurs. Et pour ce qui concerne les formations, c'est principalement aujourd'hui Pôle emploi, les missions locales aussi, ou les plis. Voilà. Alors on le disait, oui, effectivement, formation professionnelle, compétences des régions, et notamment évidemment de la région Aquitaine. Et du coup, finalement, on est en formation, mais on a aussi une rémunération aussi. Alors oui, on peut avoir effectivement, selon son statut, une rémunération de la région qui va avec la formation professionnelle. Oui. Parce qu'on est stagiaire à la formation professionnelle. Absolument, oui, tout à fait. Ça dépend du code du travail. C'est un statut juridique à part entière. Ça permet quand même, ces aides-là permettent quand même aussi de pouvoir payer les transports, la nourriture, des fois une chambre ou un hébergement. Il y a des aides prévues, notamment pour les personnes qui sont dans les centres de formation des apprentis, où la région vient justement de revaloriser, notamment le tarif de la nuitée. Voilà. Donc plus d'informations sur ces aides évidemment sur le site de la région Aquitaine, mais aussi sur le site de la MPS. Mais peut-être avant de donner le site et un numéro de téléphone, Jean-Camille, peut-être finalement avec vous un mot sur vous êtes organisme de formation. Est-ce que comme beaucoup vous pensez que finalement la formation professionnelle, c'est toute la vie. Finalement on peut se former aussi toute la vie et on parle de formation continue. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Oui, alors évidemment, on partage cette notion
de formation tout au long de la vie. En même temps, aujourd'hui, les politiques publiques viennent sur des politiques d'adéquation à l'emploi et on est vraiment sur le geste professionnel. Or, il nous semble qu'il faudrait pouvoir élargir et aussi pouvoir faire dans nos formations quelque chose qui ressemble à apprendre à apprendre. Et c'est-à-dire aussi que la formation, c'est un lieu de citoyenneté. Et donc, il faudrait qu'on puisse avoir, au-delà du geste simplement professionnel, aussi des méthodologies de travail qui permettent aux gens de rebondir après une période de chômage et d'apprendre à apprendre. Et on le sait, le rebond est nécessaire, notamment en période de crise. Évidemment, n'oublions pas qu'on peut aussi dégager des opportunités dans ces périodes-là. Effectivement, c'est la capacité de chacun à rebondir et notamment d'apprendre à apprendre, justement. Si c'est fait en amont, ça aide toujours, oui, effectivement. Donc, on vous remercie pour l'ensemble de ces explications, mais quand même, on va donner un contact à la fois téléphonique et site internet. Oui, avec plaisir. Donc, on a notre site internet qui est www.maisondelapromotionsociale.org et notre numéro de téléphone 05 56 77 33 33. Jacques, peut-être un complément, un dernier mot avec Jean-Camille. Simplement, alors moi je suis allé sur le site internet de la Maison de la Promotion Sociale. Vraiment, c'est un site très riche où on apprend beaucoup de choses. Et effectivement, ça donnera plein d'informations au lecteur, à l'internaute. Bon, très bien. Alors Jacques, on devait aborder la question des emplois francs, mais je crois qu'il est déjà trop tard, il nous reste à peine 1 minute. Disons simplement qu'on en parlera dans 15 jours, justement avec un conseiller, je crois, Pôle emploi, Jacques. Oui, exactement, on a invité... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un arrêté qui est en date du 31 octobre 2013 qui fixe la liste des communes éligibles au dispositif. La Gironde en fait partie, il expérimentera, donc a commencé à l'expérimenter à partir de ce 1er janvier 2014, et ainsi les communes de Bordeaux, Bègles, Senon, Florac, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence, Villeneuve-d'Ornans sont éligibles et donc sur ces communes-là, évidemment, on sera testé ce dispositif. Et les emplois francs visent donc à favoriser l'embauche des jeunes résidents dans les zones urbaines sensibles et qui rencontrent des difficultés spécifiques d'accès à l'emploi. Pour les jeunes, donc les critères d'embauche sont les suivants: avoir moins de 30 ans, résider depuis au moins 6 mois consécutifs dans une zone urbaine sensible et faire état d'une durée de recherche d'emploi d'au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois. Rappelons que l'aide de l'État se monte à 5 000 € par embauche. Exactement. Voilà. Donc on reviendra plus en détail dans 15 jours. Beaucoup plus en détail sur ce dispositif et en comparaison aussi les autres derniers dispositifs existants pour aider les entreprises à se développer. De génération, évidemment, on reviendra là-dessus, et les emplois francs. Voilà, on vous remercie tous, évidemment, d'avoir assisté à cette émission. Donc, Anne Herpin et Catherine Farge pour La Ruche qui dit oui, Fabien Lallemand pour le Secogep, Aurélien Berthelot pour Cocktail Concept Paysage, Vincent Carbon pour le club d'entreprise des Deux-Rives, et enfin Jean-Camille pour la Maison de la Promotion Sociale. Bien entendu, on remercie Alexandra et vous, Jacques. Merci. Voilà, on souhaite et merci encore une dernière fois. Désirode. Oui, notre photographe Désirode. Et on souhaite une dernière fois une très très bonne année à nos auditeurs. On remercie évidemment Jérôme à la régie et on salue nos amis de la Coula qui viennent d'arriver dans le plateau. On leur laisse tout de suite l'antenne. Je vois qu'il est encore 20h. Merci à tous, à très bientôt.